بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. Chers collègues, chers confrères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la Société algérienne d'infectiologie, en collaboration avec la direction donc, de la prévention de la promotion de la santé du ministère de la Santé, donc, a le plaisir de vous inviter à ce webinaire consacré à la thématique du VIH et tuberculose. Ce webinaire rentre bien sûr dans le cadre de notre programme scientifique de la Société algérienne d'infectiologie. Et comme déjà auparavant, donc dans la suite des webinaires déjà organisés par la SAI, et on remercie bien sûr le ministère de la Santé, particulièrement la direction de la prévention, donc de nous accompagner dans cette activité scientifique. Donc nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à tous nos collègues qui sont connectés maintenant avec nous. Et sans plus tarder, je vais donner, excusez-moi d'abord, ce webinaire sera animé comme conférencière par le professeur Boulekhal et comme modératrice avec moi, il y aura le professeur Sha'arawi Khalida, donc infectiologue au CHU de Constantine et qui est la vice-présidente de la Société algérienne d'infectiologie et en même temps présidente de la commission scientifique. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Sha'arawi, ma co-modératrice, pour nous présenter professeur Boulekhal et pour qu'on puisse commencer après notre webinaire. À toi la parole, monsieur Sha'arawi. Je suis connectée. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour ce webinaire. Comme vient de le dire M. Espi, président de la SAI. C'est un webinaire organisé dans le cadre de la formation continue et en application du programme de l'activité scientifique de la Société d'infectiologie, algérienne d'infectiologie. Le thème est d'une importance capitale d'un problème de santé publique et VIH et la tuberculose. Alors là, ensemble, Recording in progress. Ça pose vraiment un gros problème de santé publique. Je vais profiter, avant de passer la parole à ma chère amie, professeure Boulekhal Nadia, pour remercier le ministère de la Santé pour son soutien, son engagement pour la santé publique. Et je remercie également M. Lussi, président de la SAI, pour son implication et ses encouragements ses engagements pour les activités scientifiques et la recherche. Sans tarder, je vais passer la parole au professeur Boulekhal Nadia, chef de service de maladies infectieuses, CHU Constantine, responsable CDR VIH CHU Constantine, membre de la commission scientifique, membre fondateur de la Société algérienne d'infectiologie et je vais ajouter quand même experte. Donc c'est notre experte dans la prise en charge de l'infection VIH, c'est-à-dire depuis quand même des années. Voilà, elle a fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'organisation de la consultation du CDR de Constantine, actuellement parmi les centres de référence les plus performants. Sans tarder, je laisse la parole et la place à Madame.
pardon, juste, professeur Boubacar, juste avant que tu commences, c'est juste pour préciser à l'audience. Les questions peuvent être donc posées donc, sur le chat et éventuellement, si on a le temps après à la fin, peut-être aussi donc donner la parole à quelques-uns pour intervenir directement. Mais ils peuvent déjà poser au fur et à mesure de la présentation des questions sur le chat. À toi la parole, Nadia. Merci, Monsieur Yussi. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier euh, la direction de la prévention du ministère de la Santé pour leur accompagnement et leur collaboration avec la Société algérienne d'infectiologie. Je remercie également le président de la Société algérienne d'infectiologie, Dr Youssi, et je remercie la présidente de la commission scientifique, professeur Sha'rawi, pour tous les efforts déployés en faveur de la formation continue et des manifestations scientifiques. Donc, nous allons parler aujourd'hui de deux infections épidémiques associées, qui est la co-infection VIH tuberculose. C'est une association qui est quand même dangereuse et grave. Donc, je vais partager d'abord le... Comme je viens... D'accord. Le partage, c'est bon? C'est bon. Donc, comme je viens de le dire, nous allons parler de deux infections, la tuberculose et le VIH, qui sont deux infections épidémiques et qui posent un problème de santé publique à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on dit, c'est un couple qui est mortel. Chaque infection, elle a un impact négatif sur l'autre. Et chez le patient VIH, la tuberculose, le risque de développer une tuberculose est 18 fois plus élevé que chez les sujets qui sont VIH négatifs. La mortalité reste élevée en dehors d'une prise en charge intégrée, c'est-à-dire la prise en charge de la tuberculose et de l'infection à VIH. La tuberculose est la première cause de décès chez les patients VIH. C'est une infection opportuniste très fréquente et elle est souvent révélatrice de l'infection VIH. La particularité de la tuberculose chez les patients VIH, donc d'abord, elle est clinique. La symptomatologie clinique dépend du taux de CD4. Les patients VIH font beaucoup de tuberculose extrapulmonaire, contrairement aux patients VIH négatifs. Le diagnostic de la tuberculose chez les patients VIH, il est souvent retardé, il est aussi difficile. Et donc, on a aussi le problème du risque du syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire après l'initiation du traitement antirétroviral, ainsi que le risque d'interaction médicamenteuse entre les antirétroviraux et les antituberculeux. D'un point de vue épidémiologique, malgré les progrès thérapeutiques de la tuberculose et de la co-infection VIH-tuberculose, donc elle pose toujours un problème de santé publique et la tuberculose représente un fléau mondial. Vous savez très bien qu'un quart de population mondiale ont été infectés par le BK et seulement 5 à 10% sont malades de tuberculose. Ce n'est pas tous les patients qui sont exposés font la maladie tuberculose. En 2024, et selon les estimations de l'OMS, 10 millions de cas de tuberculose ont été enregistrés. Parmi ces 10 millions, 61% de ces cas de tuberculose sont en même temps co-infectés par le VIH et sont sous traitement antirétroviral. 1,23 million de décès de tuberculose dans 150 000 patients VIH. Elle constitue la tuberculose, donc elle est parmi les 10 principales causes de mortalité dans le monde et la troisième cause de mortalité de maladies infectieuses. Donc, donc elle est responsable d'un taux de mortalité très élevé. Du point de vue, donc en Algérie,
Donc, l'Algérie, donc la tuberculose ainsi que la co-infection VIH-tuberculose constituent un problème de santé publique à l'instar de nombreux pays dans le monde. Selon les estimations de l'OMS, en 8 ans, on note une incidence qui diminue régulièrement. On est passé de 75 cas de tuberculose par 100 000 habitants en 2015 à 47 cas de tuberculose par 100 000 habitants en 2023. Donc, l'Algérie, elle est placée donc, dans la zone intermédiaire parmi les pays en matière de tuberculose. Pour ce qui est des données de la direction de la prévention du ministère de la Santé, du 1er janvier au 31 septembre 2025, 21 000 cas de patients VIH ont été sont enregistrés. Parmi ces 21 000 cas, 305 sont co-infectés VIH tuberculose. En plus de ces données officielles, beaucoup de publications locales, nationales ont montré une prévalence qui est variable en fonction de la région et en fonction, bien sûr, de la méthodologie de l'étude, passant donc de 9 selon le CDR d'Annaba, 21 selon le laboratoire de microbiologie EHS ici, à 15% donc, dans la région ouest, selon la thèse du docteur Labdoum. La tuberculose, c'est une infection endémo-épidémique qui est due à une mycobactérie appartenant au complexe Mycobacterium tuberculosis. C'est un bacille acido-alcalin résistant. Donc, il existe cette espèce, le bacille de Koch est responsable de 95% de la tuberculose. C'est une bactérie à multiplication extra- et intracellulaire. Elle est aérobie stricte, à croissance lente. La transmission, elle est interhumaine par voie aérienne à partir d'un patient qui est excréteur de bec. Les mécanismes physiopathologiques de la tuberculose donc, nous permettent de comprendre les manifestations, les atypies de manifestations cliniques chez le patient VIH, ainsi que les problèmes de diagnostic et de thérapeutique. D'abord, donc la contamination, comme je viens de le dire, elle est interhumaine. Le bacille de Koch atteint les alvéoles, les macrophages des alvéoles. Il est phagocyté par ces macrophages. Certains sont détruits, d'autres continuent à se multiplier jusqu'à la destruction de ces macrophages. Les macrophages infectés libèrent des cytokines. Donc, et après, donc, il y a les cellules macrophagiques et les cellules dendritiques migrent vers le ganglion lymphatique satellite, donc, qui va activer les lymphocytes TCD4 en T-helper. Donc, c'est l'immunité cellulaire. La tuberculose, c'est une maladie à immunité cellulaire. Après ça, il retourne au niveau du site infecté et selon donc l'interféron gamma, il va activer les macrophages et va participer à la formation donc, du granulome inflammatoire de la tuberculose. Donc, on peut avoir, donc, si l'immunité, donc, elle est contrôlée, donc, c'est la formation du granulome. Et si l'immunité, donc, si les T-helpers anti-inflammatoires, donc les T-helpers 2, donc, vont s'occuper des cytokines et donc, vont exercer un effet anti-inflammatoire et donc, d'où la maladie tuberculose. Alors, donc, le granulome, le premier, donc le granulome qui est construit peut se réactiver et donner la maladie tuberculose. Globalement et d'un point de vue schématique, ce n'est pas toute personne exposée au BK fait la tuberculose. 70% des patients exposés au BK ne font pas d'infection tuberculeuse. Donc, l'immunité permet la guérison et la destruction des BK par les macrophages, qui est l'immunité au départ adaptée. 30% seulement qui font donc l'infection tuberculeuse. Donc, parmi les 30% qui font l'infection tuberculeuse, si l'immunité de l'individu elle est forte, c'est la primo-infection qui est dans 10% des cas, donc elle reste apparente et le VK reste glissant dans les macrophages. Il y aura une activation et dans 5% des cas seulement, on aura la maladie tuberculeuse. Dans
parmi les 30%, il y a, si l'immunité elle est faible, on aura une maladie tuberculeuse précoce. Donc, vous savez, ce n'est pas toute personne qui est exposée fait l'infection tuberculeuse. Et ce n'est pas toute personne qui fait l'infection tuberculeuse, elle fait la maladie tuberculeuse. Donc, il y a en fonction de la réponse immunitaire de l'individu. Et si elle fait le bêta-quantiné qui est sain dans les macrophages, à tout moment, à l'occasion d'une immunodépression, que ce soit infection à VIH, un traitement antisuppresseur, un état d'immunodépression, quelqu'un qui a un cancer, donc ces BK sera réactivé, on aura la maladie tuberculeuse. Pour ce qui est de la présentation clinique, chez le VIH dépend du taux de CD4, donc de l'état d'immunodépression. Si le taux de CD4 il est supérieur à 200 mm par cube, donc c'est un stade précoce, le patient n'est pas très immunodéprimé, le tableau clinique il est comparable aux patients VIH négatifs. En cas de tuberculose pulmonaire, vous avez donc la toux, les hémoptysies, une fièvre au long cours, anorexie, amaigrissement, asthénie, sueur et des signes radiologiques. C'est les signes classiques d'une tuberculose pulmonaire. Et en cas de tuberculose donc extrapulmonaire, donc la symptomatologie dépend de la localisation, que ce soit pleurale, médiastinale, ganglionnaire, tous les sites peuvent être atteints par le BK. Par contre, si le patient à un stade avancé, avec un taux de CD4 inférieur à 200, donc le tableau clinique, il est très atypique. On a moins de signes généraux et moins de taux. Donc là, il y a beaucoup de cas de tuberculose à frottis négatifs. On aura donc un excès de diagnostic de la tuberculose. On a beaucoup de formes tuberculeuses disséminées et extrapulmonaires. Le diagnostic chez les patients très immunodéprimés, il est très difficile. L'évolution, elle est rapide et grave et le taux de mortalité, il est très élevé. Quel est le diagnostic de la tuberculose chez les patients VIH? Donc, vous savez que chez le patient VIH, la particularité du diagnostic, donc, elle est vraiment, donc, elle est atypique. Donc, la bacilloscopie, donc l'examen direct, la recherche de l'examen du BK, l'examen direct, elle est souvent négative, donc c'est paucibacillaire. La culture, elle est positive, mais elle met longtemps pour avoir le résultat. Donc, le gène expert, maintenant, il est indispensable pour poser le diagnostic chez les patients VIH, du fait qu'elle est paucibacillaire. La radiographie, donc, elle donne des images atypiques, qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas évocatrices de la tuberculose, sont diffuses, interstitielles, et parfois, la radiographie thoracique, elle est normale. Dans les formes extrapulmonaires, la biopsie, elle est nécessaire et indispensable pour poser le diagnostic. Donc, quels sont les tests qui sont recommandés dans le diagnostic de la tuberculose chez le patient VIH? Donc, maintenant, l'OMS et les sociétés savantes internationales recommandent des tests moléculaires rapides pour le diagnostic. Donc, du fait qu'il faut avoir un diagnostic précoce afin de mettre un traitement rapidement et ça permet de réduire la mortalité. On a le gène expert, donc expert MT-RIF. Donc, ce gène expert, il est recommandé c'est le premier test recommandé par l'OMS et les sociétés savantes internationales. Il permet le diagnostic de la tuberculose chez le patient VIH. Le résultat, on peut l'obtenir rapidement, en 2 heures de temps. La sensibilité, par rapport à la culture, elle est de 73%. La spécificité, elle est excellente, de 99%. Il permet, ce test, de détecter le Mycobacterium tuberculosis dans les différents prélèvements, crachat, LCS, donc dans le sang. Et en plus de la détection du Mycobacterium tuberculosis, il permet de détecter la résistance à la rifampicine. Pour améliorer la sensibilité, c'est toujours dans l'expert MTB, c'est l'expert MT-RIF Ultra, c'est le même principe avec une sensibilité améliorée, donc par rapport à la culture. Elle peut dépasser les 90% pour certaines localisations comme la méningite et la tuberculose ganglionnaire. Le troisième test qui est aussi rapide, donc on peut l'obtenir en 25 minutes, il est recommandé par l'OMS, c'est la détection de l'antigène lipoarabinomalane des mycobacteriums. C'est un lipide
qu'on trouve au niveau de la paroi des mycobactéries, il est excrété dans les urines. Donc, donc, il peut se faire au lit du malade. La sensibilité, elle est faible de 40%. Par contre, la spécificité, elle est très élevée de 81%. Il est recommandé en cas de tuberculose chez les patients VIH, un stade avancé ou symptomatique. Les autres tests diagnostiques de la tuberculose classiques donc qu'on a l'habitude de faire chez les patients aussi VIH négatifs, c'est l'examen direct par microscopie des différents prélèvements. C'est un examen direct, il est peu coûteux, facile à faire, moins sensible, mais cet examen ne permet pas de différencier le Mycobacterium tuberculosis par rapport au Mycobacterium non tuberculosis. Il est souvent négatif chez les patients VIH positifs. Le quatrième examen, c'est la culture. La culture des prélèvements à la recherche du BK, la culture sur milieu Löwenstein-Johnson. C'est le test de référence, c'est le gold standard. La sensibilité, elle est élevée. Il permet de détecter toutes les mycobactéries. Il permet aussi d'identifier des traits indiqués des échecs thérapeutiques, une évaluation du traitement aux réponses au traitement antituberculeux. Mais l'inconvénient majeur de la culture, c'est un résultat qui est obtenu dans des délais très longs, allant de 6 semaines jusqu'à de 6 à 8 semaines. Et en conclusion, pour le diagnostic de la tuberculose chez les patients VIH, aucun test ne permet d'exclure catégoriquement la tuberculose. Et en cas de forte suspicion, donc il faut mettre en route un traitement antituberculeux empirique. La radiographie du thorax. La radiographie du thorax chez les patients VIH, elle est souvent atypique et comme la symptomatologie clinique, elle est en fonction du taux de CDK. Quand le patient, quand le taux il est supérieur à 200, pratiquement il n'y a pas beaucoup de, donc on aura des, donc c'est comme le tableau, il est pratiquement comparable, donc les images comparables aux images radiologiques chez les patients VIH négatifs. Par contre, si le patient il est très immunodéprimé et à un stade avancé, on a donc les images atypiques. On n'a pas, donc par contre, on n'a pas de localisation apicale, ce qui est classique, c'est généralement les lobes inférieurs et moyennes. Les cavernes sont moins fréquentes parce qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de caverne, il n'y a pas de BK, donc on n'a pas de caverne. Donc l'atteinte, elle est multilobaire, diffuse et miliaire. On a par contre, chose intéressante, chez les patients immunodéprimés, on retrouve souvent des adénopathies hilaires ou médiacines. Une radiographie normale n'exclut pas une tuberculose. Elle est normale chez les patients VIH positifs dans 10 à 20% des cas. Donc, devant une radiographie normale avec des symptômes évocateurs, c'est-à-dire le patient il a une symptomatologie évocatrice de tuberculose, une radiographie normale, donc il lui faut faire des tests microbiologiques qu'on vient de dire, ainsi qu'une TDM thoracique. La biopsie tissulaire, elle est indiquée dans les tuberculoses extrapulmonaires et c'est le gold standard, c'est le test de référence. Elle permet de confirmer la tuberculose extrapulmonaire par la mise en évidence d'un granulome avec nécrose caseuse. Elle permet aussi de faire des prélèvements pure culture et antibiogramme. Ça permet de déterminer la sensibilité de ce BK. Elle permet la réalisation des tests moléculaires d'une PCR sur les prélèvements tissulaires. Et, chose importante, elle permet d'éliminer d'autres pathologies opportunistes ou malignes fréquentes chez le patient VIH, comme par exemple les lymphomes. Donc souvent, donc c'est très difficile d'éliminer les autres pathologies et c'est la biopsie qui permet d'éliminer donc les autres infections opportunistes et cancers qui sont fréquents chez les patients VIH. Donc, elle a une spécificité bonne. La sensibilité, par contre, elle varie en fonction du site et de l'état d'immunodépression. On vient maintenant au traitement de la co-infection VIH-tuberculose. Donc, on commence d'abord, patient chez qui il est VIH, il a une tuberculose, on commence par le traitement de la tuberculose. Donc, le traitement de la tuberculose pharmacosensible, c'est-à-dire le BK, il est sensible aux antituberculeux, il ne diffère pas à celui des patients VIH négatifs. Donc, on a le traitement, donc l'association de 4 antituberculeux, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et tombutol. La phase, donc, pendant une phase d'attaque de 2 mois,
suivi d'une phase d'entretien de 4 mois. Alors, donc le traitement, il est donc de 6 mois. À part dans dans 2 cas particuliers, c'est la forme méningée, donc une tuberculose méningée, une tuberculose osseuse, où le traitement antituberculeux peut être prolongé de 9 à 12 mois. À part ces 2 cas, le traitement, il est de 12 mois. VIH négatif ou VIH positif. Maintenant, les dernières recommandations de l'OMS proposent, mais pas donc le schéma court de 4 mois n'est pas validé et donc il est recommandé en cas de tuberculose sensible et VIH stable dans certains pays du monde. C'est un traitement de 4 mois qui associe rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, moxifloxacine pendant 2 mois, suivi d'un traitement d'entretien associant rifampicine, isoniazide pendant 2 mois. À noter que ce traitement n'est pas encore validé, donc ce n'est pas une recommandation générale. Le traitement de la tuberculose, donc souvent dans certaines situations, on est obligé d'associer une corticothérapie. Dans les méningites tuberculeuses, on associe une corticothérapie pour éviter les séquelles neurologiques. Le traitement corticoïde recommandé par l'OMS, c'est la dexaméthasone en intraveineux ou par voie orale chez l'enfant 0,5 mg par kilo par jour pendant 4 semaines. Puis, on diminue la dose pour réduire progressivement la dose en 4 semaines. Chez l'adulte, c'est une dose moindre, 0,5 mg par kilo par jour pendant 7 jours, puis réduire progressivement en 6 à 8 semaines la dose. Donc, c'est l'indication, première indication de la corticothérapie en cas de méningite tuberculeuse. La deuxième indication, c'est la péricardite tuberculeuse. On donne la corticothérapie pour éviter la complication, la tamponnade. Le corticoïde préconisé et recommandé, c'est le prednisolone par voie orale chez l'enfant 1,5 mg par kilo par jour pendant 4 semaines, puis réduire progressivement en 6 à semaines. Et chez l'adulte, on donne 60 mg par jour pendant 4 semaines pour réduire progressivement en 6 semaines. On associe, donc bien sûr, il y a d'autres indications, mais en fonction des cas, la méningite, la tuberculose pulmonaire, s'il est dyspnéisante, dans certains, certains préconisent la corticothérapie, aussi des adénopathies compressives, donc on peut donner la corticothérapie. Chez le patient VIH, généralement, vu le risque de neuropathie périphérique liée à l'image, il faut associer au traitement antituberculeux et une corticothérapie, il faut donner la pyridoxine, qui est la vitamine B6, pendant toute la durée du traitement à l'IMH. Maintenant, après avoir commencé le traitement antituberculeux qui doit être mis précocement, avec le traitement adjuvant dans certaines situations, donc il faut bien sûr traiter ces 2 infections et traiter l'infection VIH. Le traitement, l'introduction précoce du traitement antirétroviral, elle a beaucoup de bénéfices. D'abord, elle réduit la mortalité. Le traitement précoce permet de réduire la mortalité et permet donc de prévenir certaines infections opportunistes. Mais en parallèle, chez les patients tuberculeux, contrairement aux patients qui n'ont pas de tuberculose, si on introduit un traitement antirétroviral précoce, il y a le risque de syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire. C'est ça la problématique chez les patients VIH qui ont une tuberculose. Donc, on est traité précocement pour réduire la mortalité et prévenir les infections opportunistes. Et aussi, il y a le risque de l'IRIS. C'est quoi l'IRIS? L'IRIS, c'est une réaction inflammatoire excessive, donc soit clinique ou paraclinique, liée à la restauration
rapide de l'immunité après instauration du traitement antirétroviral chez un patient qui est traité par la tuberculose. Donc, un patient qui est tuberculeux, si on donne, donc on commence le traitement antituberculeux et on introduit les traitements antirétroviraux, donc il y a une augmentation rapide de CD4, donc il y a reprise de l'immunité et donc ça va donc entraîner une réponse inflammatoire exagérée contre les antigènes mycobactériens résiduels. Donc, il est observé dans 10 à 30% selon donc, les études. Donc, avant de poser le diagnostic de l'iris, il faut éliminer certaines situations, une mauvaise observance. Donc, avant de parler de l'iris, est-ce qu'il y a une bonne observance? Il faut éliminer la résistance à la rifampicine. Il faut éliminer une autre infection, la survenue d'une autre infection opportuniste en plus de la tuberculose. Il faut éliminer une toxicité médicamenteuse qui peut être grave, donc toxicité que ce soit aux antituberculeux ou aux antirétroviraux. Il faut aussi donc être sûr que ce n'est pas une évolution défavorable de la tuberculose. Quels sont les facteurs de risque de ce virus? Donc, quand donc, le risque il est élevé quand les CD4 sont très bas, inférieurs à 50, quand la charge virale elle est élevée, quand le traitement il est introduit précocement, un traitement par rapport au traitement tuberculeux, quand on introduit le traitement antirétroviral précocement, quand il s'agit d'une tuberculose disséminée ou extrapulmonaire, en cas d'anémie aussi, les études ont démontré quand il y a une anémie, le risque il est élevé, et en cas d'indice de masse corporelle bas. Donc, il y a deux types de risques. Il y a le risque paradoxal. Donc, la tuberculose, elle est là. On traite, on restaure l'immunité. Donc, il y a donc aggravation donc, de la symptomatologie. Donc, on a une tuberculose, on introduit le traitement antirétroviral. Donc, on a une aggravation du tableau clinique. Donc, ça, c'est les risques paradoxaux. Par contre, les risques de dévoilement ou de démasquage, donc la tuberculose, elle n'est pas diagnostiquée. Donc, elle est latente, on ne la connaît pas. On la connaît pas. Donc, dès qu'on introduit un traitement chez un patient qui n'est pas diagnostiqué pour une tuberculose, on introduit un traitement antirétroviral. Donc, il y a l'apparition de l'iris. Donc, une présentation souvent atypique et inflammatoire. Donc, chez les patients qui sont en cas de tuberculose, quand est-ce qu'on introduit le traitement antirétroviral? Donc, il y a eu beaucoup de changements dans les recommandations. Donc, on a au début, donc en 2010, on introduisait après 8 semaines. Après, à partir de 2012, c'est quand les CD4 sont inférieurs à 50, on introduit dans 2 semaines. Et quand le taux il est supérieur à 50, on introduit dans 8 semaines. Après, à partir de 2021, l'OMS recommande l'initiation du traitement antirétroviral chez les patients qui ont une tuberculose dans les 2 semaines, et ceci, quel que soit le taux de CD. Donc, c'est pas 2 quand c'est inférieur à 50, c'est pas 8 semaines, c'est 2 semaines, et ceci, quel que soit le taux de CD4, en dehors, bien sûr, de la tuberculose méningée. Donc, en dehors de la tuberculose, il faut introduire les antirétroviraux dans les 2 semaines, quel que soit le taux de CD4. Donc, en cas de méningite tuberculeuse, donc des études ont démontré quand on introduit, donc il y a une étude, donc on introduit le traitement antirétroviral précocement, donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Et donc, par rapport quand on introduit après 2 mois. En cas de syndrome méningé, donc l'introduction précoce donc, pose problème d'effets secondaires par rapport à l'introduction après 2 mois. Donc, les avis d'experts recommandent d'introduire en cas de tuberculose méningée l'introduction du traitement antirétroviral après 4 semaines. C'est-à-dire que dans les 4 semaines, il faut introduire. 4 semaines, on introduit maximum 8 semaines. Ce n'est pas 2 semaines. Donc, 2 semaines en dehors de la tuberculose méningée. Quand il s'agit de tuberculose méningée, c'est 4 semaines, maximum 8 semaines. Bien sûr, sans oublier le traitement corticoïde de la tuberculose méningée qui est fortement recommandé. Après, avoir décidé de l'initiation du traitement antirétroviraux, quels sont les antirétroviraux qu'on peut prescrire? Donc, vous savez très bien qu'il y a une interaction médicamenteuse entre les antituberculeux et les antirétroviraux.
Et dans les antituberculeux, c'est la rifampicine. Donc, la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique du cytochrome P450. Donc, tous les antirétroviraux qui sont métabolisés par ce récepteur, donc il y aura une interaction. Donc, il y aura une diminution de la concentration plasmatique des antirétroviraux qui sont métabolisés au niveau du cytochrome P450. Vous avez donc, surtout, c'est les antiprotéases qui sont donc métabolisés au niveau donc cytochrome P450. Mais donc pour les pour les favorins, donc il n'y a pas d'interaction. Pour les anti-intégrases, le dolutegravir, donc il y a une interaction, mais qui n'est pas significative. Quelle est la conduite à tenir? Donc, on a plusieurs options. Donc, on a le traitement antituberculeux, rifampicine, qui interagit avec les antiprotéases. Et on a donc dans ce cas, donc on aura, si on introduit les antiprotéases, il y aura une diminution de la concentration, il y a le risque d'échec thérapeutique, il y a le risque de résistance. L'option, c'est soit changer la molécule, les antiprotéases, soit changer donc la rifampicine. Donc, dans le cas où on garde la rifampicine, les antirétroviraux recommandés par l'OMS et par les sociétés savantes internationales, c'est l'efavirenz qui n'a pas d'interaction comme troisième molécule et ce dolutegravir. Dolutegravir, il y a une interaction mais elle est faible. Donc on est obligé de doubler la dose 2 fois par jour. Contrairement, en dehors de la tuberculose, on donne 1 fois par jour. Donc de traitement, donc on associe 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse avec l'efavirenz ou 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase avec du dolutegravir 2 fois par jour. Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, il peut s'agir donc on associe tenofovir antricitabine ou abacavir lamivudine. Même chose pour le dolutegravir, soit on associe donc tenofovir antricitabine ou abacavir lamivudine. Si donc la deuxième option, c'est changer la rifampicine par la rifablutine, qui n'est pas une molécule qui n'est pas disponible chez nous. Donc, dans ce cas, quel est l'antiprotéase? Donc, on peut pas, donc, dans le cas où on ne peut pas mettre un anti-intégrase ou un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, donc il y a l'option de changer carrément la rifampicine par la rifablutine. Et dans ce cas, quel est l'antiprotéase qui est recommandé? C'est le darunavir boosté. Le traitement de l'iris, bien sûr, il faut traiter. Pour le traitement de l'iris, il y a le traitement préventif et le traitement curatif. Curatif, l'iris est là, qu'est-ce qu'il faut donner? Si l'iris il est là, on l'a diagnostiqué, on a éliminé les autres causes de l'aggravation du tableau clinique, on donne de la corticothérapie à base du prednisone à raison de 1,5 mg par kilo par jour, donc pendant 2 semaines, puis on passe à 0,75 mg par kilo par jour pendant 2 semaines. Au total, le traitement de 4 semaines. Le traitement préventif de l'iris, il est préconisé dans certaines situations. Donc, dans certaines situations, avant la survenue de l'iris, on peut proposer un traitement préventif. Donc, il est à base de prednisone, 40 mg par jour pendant 2 semaines, suivi par une dose de 20 mg encore pendant 2 semaines. Donc, le traitement préventif, c'est 4 semaines, comme le traitement curatif. Mais cette indication, le traitement préventif, il permet de diminuer le risque d'iris dans 30% des cas. Il est indiqué en cas de CD4 inférieur à 100 par millimètre cube, en cas de tuberculose méningée ou donc en cas donc CD4 inférieur à 100 et en cas, mais il n'est pas plutôt. Donc ce traitement préventif, il est indiqué chez les sujets qui ont un taux de CD4 inférieur à 100, mais il n'est pas indiqué en cas de tuberculose méningée ou en cas de résistance à la rifampicine. Et donc il est proposé chez les sujets donc, qui sont sous traitement antituberculeux dans les 30 jours. Donc les sujets qui sont
déjà sous traitement antituberculeux donc 30 jours, et on peut leur proposer un traitement préventif de l'URIS quand le taux de CD4 est inférieur à 100. Il permet donc de diminuer ce risque de 30%. Pour le dépistage de l'infection tuberculeuse latente, elle est définie, l'infection tuberculeuse, par une infection asymptomatique par le Mycobacterium tuberculosis sans preuve microbiologique ou radiologique de tuberculose active. Bien sûr, donc il faut éliminer une tuberculose active. Le diagnostic, il est posé par les tests immunologiques. Pour éliminer la tuberculose active, donc on se base sur la clinique, c'est le score W4SS, screening 4 signes. Donc il faut rechercher donc, chez le patient donc, la notion de taux, est-ce qu'il n'a pas de fièvre, il n'a pas de sueur, il n'a pas la notion d'amaigrissement. Donc il faut d'abord éliminer la tuberculose active, il faut lui faire d'abord une radiographie du thorax. Donc si elle est pathologique, il faut passer aux autres moyens de diagnostic de la tuberculose. Maintenant, les recommandations donc, de l'OMS recommandent de faire une C-réactive protéine. Donc, quand elle est, inférieure à 5 mg, donc c'est un truc, c'est un paramètre très sensible pour exclure une tuberculose active, surtout s'il n'y a pas de symptômes. S'il n'y a pas de symptômes cliniques, la radio est normale, avec une CRP inférieure à 5 mg, donc le diagnostic, donc, il est de tuberculose active est exclu. Pour poser le diagnostic de l'infection tuberculose latente, on a deux moyens de diagnostic. C'est des tests immunologiques qui traduisent une réponse immunitaire au Mycobacterium tuberculosis. La sensibilité de ces tests, elle est diminuée chez les patients immunodéprimés avec un taux de CT4 inférieur à 200. On a le test tuberculinique, donc c'est l'intradermoréaction à la tuberculine. C'est un test qui est facile, donc il est à coût faible, mais il est influencé par le BCG. Il est positif chez les patients VIH quand l'induration elle est supérieure ou égale à 5 mm. Le deuxième test, c'est le test de libération de l'interféron gamma, IGRA. Il n'est pas influencé par le BCG, contrairement à l'IDF. Il a une spécificité meilleure. Le traitement de l'infection tuberculose latente. Donc, le traitement, il permet la prévention d'une tuberculose active. Si on met un malade, donc VIH sous traitement, donc on évite la progression d'une tuberculose maladie. Et donc, il est confirmé par les tests, donc chez ces patients qui sont, donc il est confirmé par les tests immunologiques. Ce qui est nouveau dans les recommandations de l'OMS et les recommandations des sociétés savantes, c'est quand le taux de CD4 il est inférieur à 200, où on a une immunodépression sévère, même si les tests immunologiques sont négatifs, on met en route le traitement, donc, de l'infection tuberculose latente. Parce que les tests, donc, on a dit qu'ils sont influencés par l'état d'immunodépression et peuvent être négatifs en présence d'une infection tuberculose latente. Donc, on met un traitement, même si le test il est négatif, on met un traitement après une exposition récente à une tuberculose active. Un malade qui est VIH positif, s'il est exposé à un patient qui a une tuberculose active, même si les tests sont négatifs, on met en route un traitement de l'infection tuberculeuse latente. Bien sûr, il faut assurer le suivi, donc rechercher donc, des signes de tuberculose active, comme on vient de nous dire, que ce soit de la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, des signes, donc, excusez-moi, c'est des enzymes hépatiques, et surveiller, parce que c'est des traitements antituberculeux, il faut surveiller les enzymes hépatiques, comme pour la tuberculose active. Donc, juste un algorithme, donc, pour vous récapitulatif. Donc, chez les patients VIH, donc, il faut toujours exclure une tuberculose active, et ceci par l'examen clinique, faire une radiographie et en fonction demander donc des résultats des tests moléculaires. Donc, et après, si donc l'examen clinique n'a pas de signe clinique, la radio elle est normale, donc on fait des tests immunologiques. Si les tests sont positifs, on met le traitement préventif de la tuberculose. Si les tests immunologiques sont négatifs, donc, et en présence de facteurs de risque, un taux de CD4 inférieur à 200, contact récent, un pays à fort haut débit, même si les tests sont négatifs, on met un traitement de l'infection tuberculose latente.
Le traitement recommandé par l'OMS, donc c'est l'association, donc on a plusieurs schémas thérapeutiques. Donc l'association isoniazide, rifampicine, donc hebdomadaire pendant 3 mois. C'est le test qui est donc recommandé, c'est le schéma recommandé par l'OMS, c'est l'association isoniazide, rifampicine qu'on n'a pas chez nous, hebdomadaire pendant 3 mois. Les autres alternatives, on peut donner l'isoniazide pendant 6 mois ou l'isoniazide donc chaque jour pendant 9 mois. Donc ça, c'est des alternatives. Autre alternative aussi, donc on peut associer l'isoniazide, rifampicine chaque jour pendant 1 mois. Donc c'est un traitement qui est court. Ou bien on associe l'isoniazide, rifampicine chaque jour pendant 3 mois ou rifampicine chaque jour pendant 4 mois. Donc, et aussi, donc, il y a une autre molécule aussi qui est donc, recommandée dans le traitement donc, de la tuberculose, de l'infection tuberculose, c'est la levofloxacine pendant 7 mois. Donc, mais le traitement à base d'isoniazide, rifampicine hebdomadaire, c'est le traitement privilégié par les sociétés savantes internationales et l'OMS. Pour ce qui est de la prophylaxie par le cotrimoxazole, vous savez que le cotrimoxazole, c'est une association fixe par du trimethoprim sulfamétaxazole. Il permet chez le sujet VIH d'éviter des surinfections bactériennes, fongiques et protozoaires. Ce qui est nouveau donc, dans les dernières recommandations, chez les patients vivant avec les VIH qui ont une tuberculose, ils doivent, donc on doit leur donner du cotrimoxazole à dose de 960 mg par jour, et ceci, quel que soit le taux de CD4. Ce D4, donc, on ne va pas tenir compte du taux de CD4. Chez un patient VIH co-infecté par la tuberculose, systématiquement, il faut donner le cotrimoxazole. Ce cotrimoxazole, si on le donne, donc, chez ces patients, il permet de diminuer la mortalité, la morbidité et des hospitalisations sans augmentation significative des effets indésirables, parce que c'est une dose de 960 mg par jour. Les messages à retenir. Donc, il faut retenir donc, que la tuberculose reste une infection opportuniste la plus fréquente chez les patients VIH. Elle peut survenir quel que soit le taux de CD4. Ce n'est pas comme les autres infections opportunistes. Elle est le plus souvent révélatrice de l'infection VIH. D'où il faut toujours, chez les patients, donc dépistage systématique du VIH, chez les personnes atteintes de tuberculose. Tuberculose, dépister le VIH. Donc, il faut donc le dépistage et le traitement précoce de 2 infections, la tuberculose et le VIH, réduit la mortalité. Le traitement nécessite une bonne gestion des effets secondaires et une maîtrise des interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les antituberculeux. Le dépistage de l'infection tuberculeuse latente chez les patients VIH permet de diminuer l'incidence de la tuberculose. Et enfin, je vous remercie. Merci, professeur Bokhal, pour cette très belle présentation. Donc, qui a fait tout le tour donc de la question, très claire, très précise. Comme je l'ai dit au début, donc là, on va ouvrir le débat au cas où il y aurait des questions. Pour l'instant, sur le chat, je n'ai vu aucune question. Ça prouve peut-être que tu as été très, très clair et tu as donc déroulé tous les aspects de la problématique. Maintenant, s'il y a des questions directement, donc on peut donner la parole aux personnes donc, qui demandent la parole pour des questions. Alors, je vois que les réactions, c'est surtout des réactions de satisfaction de la, donc de la présentation du professeur Boulekhal. Je n'ai pas pour l'instant
de questions particulières. Donc, euh, je voulais peut-être donc juste préciser ou te demander, donc, concernant justement donc la prophylaxie donc, chez nous. Concernant donc la tuberculose latente, et particulièrement donc peut-être de préciser un peu plus par rapport au guide et par rapport j'allais dire, aux disponibilités des molécules, ce qui se passe réellement au niveau donc des CDR. C'est ça ma question. Ah, voilà. Monsieur Yousfi, Ah, c'est bon. Oui, oui. vous pouvez répéter la question? J'avais dit concernant justement un point qui est important par rapport donc, à la prophylaxie de l'infection, donc la tuberculose latente, et les recommandations internationales, avec ce qui se passe donc, chez nous en termes de disponibilité de molécules, qu'est-ce qui se fait réellement sur le terrain? Donc, sur le terrain, je parle du CDR de Constantine. Donc, le CDR de Constantine, pour le terrain, on se base surtout pour le dépistage par manque de moyens, des fois de tests. On a l'IDR, elle est disponible, mais pas tout le temps. Donc, l'IGRA, il n'est pas du tout disponible. Donc, on l'a eu une fois pour les malades pour biothérapie. Donc, on se base sur la clinique et la radiographie du thorax. Mais maintenant, avec les nouvelles recommandations, donc peut-être qu'on va actualiser donc, les indications du traitement de l'infection tuberculeuse latente dans le prochain guide qu'on va actualiser. Je pense que Merci. Moi, ma question, c'était juste pour attirer l'attention qu'il ne faut pas oublier justement donc, c'est cette recherche systématique de l'infection de la tuberculose donc latente et de la prendre en charge. Il y a une question. Pardon? on fait l'examen clinique, la radiographie et l'IDR. C'est tout ce qu'on a D'a- positif. D'accord. Non, non, c'est-à-dire qu'il faut avoir toujours ce réflexe, donc ne pas l'oublier. Une question qui est sur le chat, c'est ce qu'on vient de poser. Quelle place de l'indication du traitement du tuberculose latente dans notre pays? Donc, tu viens donc de répondre. Euh, une autre question, donc, c'est pas une question, mais comment peut-on avoir l'enregistrement? Eh bien, rassurez-vous, toutes les activités que fait la SAIC donc, sont mises gracieusement à la disposition du public sur le site. Vous aurez l'enregistrement du webinaire donc, sur le site de la SAIC. Bien sûr, avec et je le dis en direct avec l'accord du professeur Bourkhal. Donc, que ça soit mis sur le site. Euh, non, une autre question. Avez-vous des cas de tuberculose résistante, donc des co-infections avec une résistance à la tuberculose? Ça, c'est la question qui était posée. Moi, je parle donc du CDR du CHU de Constantine. Donc, les co-infections, déjà, pour être, c'est-à-dire clair et honnête, donc les tuberculoses traitées dans le service sont pratiquement, la majorité sont probables. Donc, on n'a pas à notre disponibilité donc, les tests moléculaires. On se base sur les examens cliniques radiologiques. Donc, rarement, le cas, il est isolé. Donc, mais on n'a pas de tuberculose, donc tuberculose chez le VIH résistant, mais on a eu des cas en dehors du VIH. D'accord. J'ai Une autre question. Comment? Alors là, juste oui. Pour faire suite à la question que vous avez posée concernant la disponibilité, quelles molécules et tout ça. Donc, je voulais enchaîner par une autre question, donc, par le traitement de la prophylaxie. Donc, qu'en est-il de la prophylaxie chez le patient VIH en Algérie, avec Algérie, qu'on sait, un pays d'endémie tuberculeuse. Voilà, et j'en sais toujours
quelles molécules? Donc, l'OMS propose donc plusieurs molécules. Est-ce qu'on fait du dépistage, donc tu viens de dire Nadia, avec la clinique, plutôt ça, c'est-à-dire tu as très bien fait l'algorithme pour le dépistage, et en cas de positivité, c'est-à-dire quelle molécule choisir sur le plan pratique, dans la vraie vie, Oui. qu'est-ce qu'on choisit? Donc, c'est-à-dire chez nous, donc on a deux schémas, c'est l'isoniazide 6 mois et isoniazide 6 mois, rifampicine, isoniazide 3 mois. C'est les deux schémas, mais on préfère toujours le traitement de 3 mois parce que le traitement de 3 mois permet une bonne observance et moins d'effets secondaires. Donc, on n'a pas encore la molécule rifampicine ou rifampicine. Pour le cotrimoxazole, c'est les recommandations de l'OMS de 2025 ainsi que de l'AS. Donc, on n'a pas encore mis en route, mais je l'ai soulevé parce que c'est très important. Donc, c'est une nouvelle recommandation. Donc, peut-être pas peut-être, mais certainement, on va l'intégrer dans le prochain guide de prise en charge du VIH. C'est une nouvelle recommandation de 2025 par l'OMS et par le ASS de octobre 2025. Merci. Justement, tu as bien fait de le dire pour les personnes qui nous écoutent, et particulièrement les infectiologues, mais aussi les autres spécialités, c'est que avec le ministère de la Santé, on est en train de préparer donc la mise à jour du guide de prise en charge donc de l'infection VIH. Dans le dernier daté de 2021, il était temps de le refaire. Il est actuellement donc en pleine préparation, le nouveau guide, qui doit tenir, comme tu viens de le dire, de toutes les nouveautés et les dernières recommandations de l'OMS dans certaines dates de 2000, comme tu l'as dit, de 2025. Donc, tout ça doit être revu. Il y a une autre question sur le chat, bien sûr, sur la sérologie VIH. Là, on rappelle systématiquement que de la tuberculose, donc c'est systématique. Malheureusement, on le dit, parfois, c'est pas fait. Et on arrive à avoir des malades qui font tuberculose et dont on n'a pas fait la sérologie. Ça doit être systématique. Autre question. Oui, oui. Juste pour l'OMS, elle le rappelle à chaque recommandation que devant tout cas de tuberculose, que ce soit présumé ou confirmé, il faut faire une sérologie VIH. J'ajoute juste pour nos amis collègues pneumologues, je vois qu'il y a donc des pneumos avec nous, des EPSP, tout ça, des centres de prise en charge donc, de la tuberculose. Il est regrettable parce qu'on a déjà posé la question, donc la sérologie, elle n'est pas faite systématiquement, c'est-à-dire au niveau de plusieurs centres. Ce n'est uniquement dans les services d'infectieux où ce réflexe et où cette recherche, donc ce dépistage, la sérologie, elle est systématique. Ailleurs, donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, et, on va essayer peut-être de faire de la sensibilisation. Faire la sérologie VIH, rechercher une infection. Donc, dépistage de la tuberculose latente. En dehors d'une tuberculose active. Voilà. Pour compléter la question tout à l'heure des résistances, on a eu nous au CDR de Beaufort, donc on a un cas de résistance donc, de tuberculose sur VIH. Effectivement, donc là, la stratégie et la conduite à tenir, vous savez très bien que les tuberculoses résistantes, selon une ancienne instruction du ministère de la Santé, VIH ou non VIH, sont pris en charge par donc des services de pneumo au niveau de CHU, chose qu'il faudra peut-être revoir. C'est uniquement le problème de la disponibilité de certaines molécules qui sont réservées dans certains services de pneumo lorsqu'il y a une résistance, qu'elle soit chez l'immunocompétent ou le VIH. Donc voici un petit peu le complément de tout à l'heure. Une autre question, quelle est la circonstance particulière concernée par le schéma LVX, c'est-à-dire 6 mois pour le traitement de l'infection à tuberculose latente? Quelle est la circonstance particulière concernée par le schéma LVX, 6 mois, c'est-à-dire pour le traitement de l'infection à tuberculose latente?
les quinolones, les levofloxacine. La question elle est comme ça. Donc, C'était- lorsqu'on a une infection à tuberculose latente, oui. euh, dans quelles circonstances on donne un schéma de 6 mois Ah, de ok, c'est traitement? clair. Maintenant, toutes les recommandations, donc, c'est pour le traitement court de 3 mois. Donc, le traitement, bien sûr, l'OMS et les sociétés savantes, ils mettent toujours les alternatives. Mais le traitement de 3 mois, nous, on le préfère, je l'ai dit, pour éviter les interactions et ça peut assurer les circonstances. Donc, la preuve, l'OMS a mis ça en dernier. Donc, peut-être, je ne sais pas, on contredit la rifampicine. Donc, je ne sais Ah, pas. c'est la Donc, c'est levofloxacine, oui. l'évoxloxacine, c'est une aussi recommandation. Donc, l'OMS, elle essaye de mettre, parce qu'il y a des moyens, il y a des pays où il n'y a pas de molécules, ou bien je ne sais pas. Donc, ils essayent de mettre toutes les alternatives possibles. Et comme la lévofloxacine, donc c'est le traitement de 6 mois et elle est mise en dernière liste. Et je pense que c'est pour certains pays. Donc, en Algérie, pour l'adopter, il faut d'abord étudier la résistance, les autres indications de la lévofloxacine et voir s'il y a une priorité ou non. Donc, je pense Euh, que c'est ça. Donc, euh, question, je ne sais pas si vous l'avez lu, M. Yousfi. Euh, Voilà, bon, je pense que c'est un pneumologue, je ne sais pas. Les patients VIH n'ont jamais été adressés au SCTMR, voilà, la tuberculose. Au niveau de notre wilaya, je ne sais pas où est-ce qu'ils travaillent, il faudrait une sensibilisation des services. C'est-à-dire, je pense qu'ils pensent, les gens qui ont les VIH, qui ont la tuberculose, donc pourquoi pas, on ne les adresse pas. Voilà. Donc, c'est une question. Oui, Donc, parce que le traitement, le malade qui a une tuberculose plus un VIH, donc il nécessite une double prise en charge, et de la tuberculose et du VIH. Donc, ça nécessite donc la mise en route du traitement du tuberculeux, la surveillance, et après, on initie le traitement antirétroviral. Donc, nous, à notre niveau, on ne libère pas les malades après avoir mis en route un traitement et surveiller et le contrôler. Donc, et après, il va que chez nous, on a continue le voilà, traitement continuer le au traitement. niveau des Mais centres. c'est un traitement qui nécessite une surveillance, vraiment que ce soit du traitement antituberculeux, du traitement antirétroviral, surveiller le risque de survenue de l'iris et surveiller les interactions médicamenteuses. Donc, il doit être mis dans un service, dans un CDR. En plus, D'accord. C'est la spécificité. De toute façon, il faut insister sur la multidisciplinarité et le travail qu'on doit avoir entre un infectiologue pneumo et pour des autres localisations aussi, c'est clair. La particularité, c'est clair que pour les antirétroviraux, pour le VIH, ils sont dispensés au niveau donc du centre de référence, au niveau de l'hôpital. Et donc, dans certains cas, bien sûr, là, le traitement tuberculeux est donné en même temps, mais on peut aussi l'envoyer lorsque c'est, comme tu l'as dit, bien stabilisé, après la suite du traitement tuberculeux ou le STMR. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait cette coordination entre les deux. Une autre question, quelle est la durée du traitement du cotrimoxazole dont tu as parlé tout à l'heure? Tu avais dit les dernières recommandations, c'est une question, hein. Dernière recommandation donc, de l'OMS par rapport au traitement prophylactique. Généralement, le traitement jusqu'à parce que une restauration complète de l'immunité, mais l'OMS ne précise pas la durée exacte du traitement contre l'imoxazole dans les recommandations de 2025. Une autre question, lorsqu'on a une IDR à la tuberculine, lorsqu'on fait une IDR à la tuberculine, ça c'est un truc beaucoup plus, j'allais dire, technique. Combien de temps il faut attendre pour faire le test quantiférant? Généralement, on parle de 15 jours. D'accord. Euh, Euh, la question, une autre, je ne dirais pas une question, mais un constat, tu l'as dit dans ta présentation, la rifampicine n'est pas disponible au niveau des STMR. C'est un intervenant et tu l'as déjà dit, effectivement, c'est un produit qu'on devrait avoir. euh, En tant que médecin généraliste,
quelle doit être notre conduite à tenir devant un nouveau cas dépisté? Dépisté de tuberculose ou C'est-à-dire, de c'est-à-dire, c'est ça la question, dépister de tuberculose ou dépister co-infection, c'est pas précisé. Donc, s'il est dépisté VIH, on l'adresse au CDR. S'il est dépisté tuberculose, donc pourquoi on dépiste la tuberculose? Donc, on dépiste l'infection tuberculeuse latente dans certaines situations, comme chez l'immunodéprimé, les malades qui vont avoir une biothérapie. Donc, s'il est dépisté pour autre chose, donc pour l'infection tuberculeuse latente, il faut la traiter et l'orienter. Pourquoi il a été dépisté? Peut-être pour mettre en route un traitement, peut-être qu'il a un traitement immunosuppresseur. Donc, c'est une prise en charge qui doit être, comme vous l'avez dit, multidisciplinaire. Si on dépiste une infection tuberculeuse, c'est sûr qu'il a quelque chose en plus. Donc, s'il est dépisté pour VIH, il faut l'adresser au CDR. D'accord, ça c'est pour la réponse pour le collègue généraliste. En cas de résistance, est-ce qu'il y a un autre schéma ou une autre stratégie? Oui, en cas de résistance aux antituberculeux, il y a le schéma qui associe l'inovolique, bétatinine, mortifloxacine, mais j'ai abordé le traitement de la tuberculose pharmacosensible. J'ai pas abordé le traitement, je l'ai bien signalé, donc c'est la tuberculose sensible. Je pense dans ce cas, peut-être il y a implication obligatoire des pneumologues en cas de résistance, si jamais. Je sais que ce n'est pas le cas de là. Non, mais parce que ce qui n'est pas précisé, et plutôt ce qui n'est pas précisé, bien sûr, on a compris, c'est la résistance aux antituberculeuses. J'en ai parlé tout à l'heure, dans le cas qu'on a eu, professeur Charaoui. Donc, c'est que là, il y a obligatoirement une coordination avec le service de pneumo parce que, tout simplement, l'instruction, donc, ministérielle, délègue la prise en charge de cette tuberculose résistante chez l'immunocompétent. Donc, elle le délègue au service de pneumo de CHU. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce que la dispensation de ces molécules de deuxième, troisième ligne, elle est au niveau de ces services. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il faudra revoir, que ce soit dans le comité national de la tuberculose pour le VIH, il faudra qu'on se mette d'accord pour la mise à disposition dans des CDR, donc de ces molécules pour pouvoir prendre en charge les tuberculoses résistantes. Oui. J'enchaîne par une question d'ordre pratique. Et j'ai lu que la méningite tuberculeuse, tout ça, donc il y a la dexaméthasone. Sachant donc qu'on a l'habitude de mettre donc est-ce que c'est actuellement validé? On passe carrément. Oui, tout ce que j'ai présenté, c'est des schémas validés par les sociétés savantes et l'OMS, les dernières recommandations. Donc, en pratique, on passe, voilà, donc c'est la Dexa, ce n'est pas la, donc, sur le Medrol. Oui. Voilà. Oui, monsieur. Donc là, autre question, excusez-moi. Donc, peut-on avoir, pardon, je suis en train de dérouler un petit peu le chat. Y a-t-il des études sur l'éventuelle atténuation de la toxothérapie du syndrome d'Eris, bien sûr, lors du début du traitement antirétroviral? C'est-à-dire, là, on te demande s'il y a des études qui confirment ça, c'est-à-dire qui confirment le bénéfice de la corticothérapie par rapport donc, à prévenir les risques. Donc, pour la corticothérapie à titre préventif pour prévenir bien sûr le risque de survenue de l'URIS, donc elle permet de diminuer de 30% la survenue de ce syndrome et elle n'est pas indiquée dans tous les cas, donc je l'ai bien dit, chez les patients fortement immunodéprimés. Donc, des études, donc toutes les recommandations sont basées sur des études. Donc, les études ont démontré que chez les patients qui ont fortement immunodéprimés, on instaure une corticothérapie, ça permet de diminuer le risque de 30%. C'est une recommandation qui est forte et basée sur
des études et des essais cliniques. Il y a une autre remarque de notre collègue et ami Dr Bouaziz, la pneumo, qui est au niveau de la direction donc de la prévention, qui te dit le dépistage de la tuberculose latente est très faible chez les personnes vivantes avec le VIH. Donc, une petite remarque qu'il faudrait peut-être prendre en considération par rapport donc à l'ensemble des CDR. Pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire faible. La- On ne cherche Ça, pas à ça, c'est ce que le dépistage de la tuberculose latente est très faible chez les personnes. Je comprends, C'est-à-dire, c'est-à-dire raison le fait pas. on pourrait le comprendre qui n'est pas fait systématiquement ou qui n'est pas donc fait comme tu Je l'as dit pense tout à l'heure. Les personnes qui travaillent dans les CDR le cherchent parce que même le bilan initial donc, fait référence à la recherche d'une infection tuberculose latente. Nous, on essaye de chercher une tuberculose par les signes cliniques, par une radiographie du thorax qui est systématique à la recherche de lésions et aussi par l'intradermoréaction. Faute qu'on n'a pas de tests immunologiques qui ne sont pas disponibles, la seule période où on a eu la disponibilité des tests, c'est des tests qui ont été délivrés pour les personnes qui ont une biothérapie, qui sont candidats à la biothérapie. En dehors de ça, on le cherche de façon pour ce qui est clinique, radiologique et l'intradermoréaction, qui est parfois aussi non disponible, on le fait. Et donc, c'est la hantise. On a toujours peur, avant de mettre les antirétroviraux, on a toujours peur de la tuberculose. D'accord, merci. Il y a une question, mais là, c'est peut-être un malentendu. La personne parle de la prophylaxie d'un malade VIH qui vit qui est en contact d'une personne avec une tuberculose méningée. Donc là, je pense que c'est pas c'est-à-dire lorsqu'on est en contact d'une tuberculose, on va dire contaminante, donc contagieuse. Autre Pardon. Pardon? Ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a, ce que j'ai compris, une cohabitation, donc une colocation entre VIH et personnes ayant une méningite tuberculose? C'est ça, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'on donne systématiquement Une indication de prophylaxie? Le patient VIH qui vit sous le même toit avec une personne qui a une tuberculose active, ne précise pas pulmonaire ou autre. C'est l'indication du traitement pour les patients VIH qui vivent avec un cas de tuberculose active, c'est la recommandation. Il ne précise pas la forme clinique de la tuberculose pulmonaire, extrapulmonaire. Donc, c'est l'indication du traitement préventif, même si les tests sont négatifs. La sérologie VIH systématique, faut-il obtenir un consentement écrit du patient? Donc, ici, je pense, et à mon humble avis, que chez les patients tuberculeux, on doit lui faire une sérologie. C'est dans le cadre du diagnostic, pas du dépistage. Donc, on fait un diagnostic de l'infection VIH. Donc, je pense on n'a pas parlé du tout de consentement chez cette catégorie de personnes. Je pense c'est-à-dire même pour avoir le diagnostic, donc toute sérologie VIH, quel que soit le motif, donc indication, donc dépistage, bien pour confirmer le diagnostic et tout ça, donc normalement, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont posé la question dans ce sens, est-ce qu'on doit avoir le consentement? Donc, quel que soit le motif de la sérologie. La sérologie VIH chez les patients qui ont une tuberculose, c'est une recommandation. Donc, c'est pas dans le cadre de dépistage qu'on le fait pour les sujets, la population clé. C'est une recommandation qui est validée. Donc là, c'est clair que la question elle est beaucoup plus large. Ce que pose la personne concernant le consentement, il faut savoir que dans tout acte médical, en dehors du VIH, en dehors de la tuberculose, on doit expliquer au malade ce qu'on lui fait. C'est ça le consentement éclairé qui n'est pas, alors là, du tout écrit. Et on explique au malade.
en expliquant aux malades ce qu'on doit faire, y compris la sérologie, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait effectivement expliquer aux malades et avoir ce consentement comment dirais-je, verbal. Donc, le problème ne se pose pas. Si c'est comme ça, on doit le faire, bien sûr, c'est une Bien obligation. sûr, on oublie peut-être, et ça c'est un problème on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on doit parler au malade, lorsqu'on doit lui faire n'importe quel examen, qu'il Recording Je in voulais juste progress. poser une question à Nadia, c'est-à-dire avec l'expérience, avec le recul, est-ce que la co-infection, donc est-ce que tu as une idée sur le pourcentage, c'est-à-dire de décès liés à la co-infection tuberculose VIH? Enfin, je pense, je ne sais pas si les choses sont connues au niveau national ou bien au niveau local, mais on sait que ça tue. On sait que c'est très, tu l'as dit au début, c'est dangereux, c'est l'association, c'est une liaison dangereuse, entre guillemets, donc mortalité. Je sais qu'on a eu des... Donc, j'ai pas de chiffres et seulement les malades qui décèdent généralement. Donc, pour faire la causalité, donc parce qu'on n'a pas la confirmation. On n'a pas la confirmation et généralement, c'est des malades qui viennent à un stade tardif, ils ont beaucoup d'infections opportunistes. Donc, et on n'a pas de chiffres. Voilà. Donc, on ne sait pas si c'est la tuberculose qui a tué le VIH ou bien d'autres infections opportunistes. C'est vrai qu'on met souvent donc, des traitements probabilistes concernant donc, les pathologies opportunistes pulmonaires donc, qui affectent la personne VIH, c'est vrai. Ouais. D'accord. Je crois que là, parce que là, le sujet est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions qui parfois débordent un petit peu sur c'est parce qu'entre les deux, parfois ils débordent aussi sur le programme national de lutte contre la tuberculose avec j'allais dire, les questionnements de nos amis pneumo, dans le STMR. Et j'insiste encore une fois pour j'allais dire, cette coordination, cette multidisciplinarité qui malheureusement nous manque beaucoup. Je ne parle pas de la présentation d'aujourd'hui, qui d'une manière générale, on est appelé, on est interpellé avec la médecine moderne de travailler ensemble, de coordonner, d'avoir des feedbacks les uns avec les autres et de prendre en charge en 2026, c'est illusoire et de dire qu'on prend en charge une pathologie seule. Donc là, c'est clair, c'est pas. Donc là, je vais peut-être, avant qu'on termine, donner la. Monsieur Sti, je réplique juste pour ce que vous venez de dire et je pose la question, est-ce que dans la réactualisation du guide, prochainement, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a que des infectiologues, sachant que le VIH, donc je peux dire que c'est toutes les pathologies, est-ce qu'il y a d'autres, les pneumologues ou bien, c'est-à-dire qui sont impliqués dans la prise en charge Pour le guide, je pense que dans le guide de la tuberculose, il y a une partie il y a des infectiologues. Donc, elle est traitée. Voilà. Je parle du guide, je ne fais pas partie du guide de la tuberculose, je ne fais pas partie, mais il y a des infectiologues et des pneumologues. Dans le guide du VIH, donc, il y a des microbes, parce qu'on va discuter d'une partie de la résistance, quand est-ce qu'il faut donner, les schémas et tout, mais pour la tuberculose, donc elle est traitée dans le guide de la tuberculose, et pour le guide, il n'y a que des microbiologistes et des infectiologues. Il y a des pharmaciens aussi. Il y a des pharmaciens avec nous
tout ce que je peux dire. Pardon, effectivement, pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, pour le VIH étant j'allais dire, une infection très spécifique et prise en charge par les infectiologues, le guide, pour répondre à Sha'arawi, donc il y a essentiellement des infectiologues et il y a des microbiologistes, qu'ils soient viraux ou bactériaux, mais on peut faire appel à des personnes ressources, donc lorsque on a besoin pour les co-infections. Ça peut être bien sûr la tuberculose, ça peut être les hépatites virales, les co-infections qui sont donc qu'on retrouve. À l'inverse, pour la tuberculose, qui est une infection qui est prise en charge par beaucoup de spécialités. Ce n'est pas une infection spécifique, j'allais dire avant, il faut connaître l'historique, avant la tuberculose était essentiellement pulmonaire, donc lorsqu'on avait donc une prévalence importante, et le comité était composé essentiellement de pneumophysiologues. Avec le développement de l'épidémiologie, où les tuberculoses extrapulmonaires deviennent plus majoritaires et plus fréquentes, et ben, le comité est en train de s'ouvrir aux autres spécialités, comme les pédiatres, comme d'autres spécialités, et en principe aussi à l'avenir aux infectiologues, pour pouvoir à ce moment-là prendre en charge les différents aspects de la tuberculose d'une manière générale. Je vais donner la parole parce qu'elle a demandé la parole, et on terminera avec ça, avec Dr. Bouaziz, parce qu'elle est au niveau de la déclaration de la prévention. Alors, en principe, tu peux ouvrir ton Bouaziz. Oui, Vas-y. bonjour tout le monde. Merci, Dr. Yousfi. Merci, professeur, pour cette présentation. Je voulais préciser que la tuberculose latente a fait l'objet d'une instruction en 2021 qui a été diffusée en 2021. Pour les personnes vivant au VIH, il y a deux cas de figure. Ceux qui sont en contact à un cas de tuberculose pulmonaire positive, à microscopie positive, culture positive, on doit éliminer la tuberculose maladie, traiter la personne présentant VIH sans recours aux tests de dépistage. Systématiquement, on doit les traiter. Pour les personnes vivant avec VIH, sans contact avec un tuberculeux, il faut faire les tests de dépistage. On commence par une IDR, on élimine tuberculose maladie pour la suite traiter la tuberculose latente. Et c'est pour ça que j'ai fait la remarque que nous, au niveau du ministère, il n'y a pas beaucoup de malades. Pratiquement, on n'a pas de chiffres pour les personnes vivant avec VIH. Donc, est-ce que vous êtes en train de dépister et il y a une sous-déclaration de la tuberculose latente? Et pour la question qui a été posée pour le délai entre la pratique de l'IDR à la tuberculine et le quantiférant, c'est 1 mois ou plus, parce qu'il y a un risque d'avoir de faux résultats de quantiférant. C'est tout. Merci, Dr. Yousfi. Merci, Bouaziz. Effectivement, là, tu soulèves le problème. On le vit aussi dans le VIH et on le vit aussi dans d'autres infections. C'est toute la problématique de la déclaration et du recueil de la déclaration. C'est vrai, il y a différents obstacles qui font que les données, et on essaie d'y remédier dans le cadre, donc, que ce soit pour le VIH, à travers le programme national, la chargée du programme national du VIH, ou à travers le comité national, effectivement, l'implication de tout le monde pour qu'on puisse remonter donc la situation réelle. Et ça, encore une fois, c'est un problème qui se pose, je dis encore, dans pas mal de pathologies. Il faudra donc que le circuit, respecter d'abord donc le décret sur les maladies de déclaration obligatoire, mais aussi j'allais dire, avoir les spécificités dans des pathologies pour qu'on puisse arriver donc à la véritable situation sur le terrain à travers une déclaration. Il y a aussi les problématiques, aussi bien dans le public, mais aussi dans le privé, en fonction des pathologies. Tout ça devrait être, et on est en train dessus, avec la collaboration au niveau du ministère de la Santé, d'y remédier pour avoir, parce qu'on a intérêt à avoir les bons chiffres au niveau national pour qu'on puisse les meilleures stratégies au niveau national. Voilà.
Non, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, le problème ne se pose pas. Donc là, je pense que on arrive, parce que là, le sujet est très intéressant. Il y a beaucoup de questions, mais on ne peut pas rester sur le webinaire pendant plus d'une heure et demie. On est pratiquement à la fin de la séance. Je tenais à remercier donc tout d'abord le professeur Bourkhal donc pour sa disponibilité pour donc cette belle présentation concernant donc une pathologie qui est d'actualité pour nous, pour le VIH, mais aussi pour la tuberculose. De remercier bien sûr ma commentatrice, professeur Sharawi, donc d'avoir commodéré avec moi donc ce webinaire. Je remercie le ministère de la Santé et particulièrement la direction de la prévention et de la promotion de la santé d'avoir donc collaboré avec nous pour ce webinaire. Et il y en aura d'autres, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans le cadre du programme scientifique de la Société algérienne d'infectiologie. Merci à tous les participants qui ont été très nombreux à nous suivre. Et de toute façon, rassurez-vous, je l'ai dit au début, je le répète à la fin, la présentation, donc le webinaire est enregistré et vous l'aurez, Inch'Allah, donc il sera sur le site de la Société algérienne d'infectiologie. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sai-du6dz.com. Donc vous l'aurez bientôt et vous pourrez à ce moment-là, et vous pourrez aussi être en contact avec pour les gens qui veulent avoir plus d'informations avec professeur Bourkhal, donc s'il y a d'autres questions en dehors du webinaire. Merci beaucoup, merci à tout le monde et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci à vous. Recording stopped.